Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors, Mathieu, il y a un nageur trans qui a déclassé les autres nageuses qui compétitionnaient contre lui. Oui, alors ça se passe en Ohio, aux États-Unis. Pardon. Donc c'est un nageur, donc qui était talentueux, ça, qui s'entraînait pour la nage et pour des raisons qui lui appartiennent et qui sont tout à fait respectables évidemment. Il y a eu une démarche, comme on dit, de changement d'identification de genre, au changement de sexe, soit moins d'identification au sexe féminin. Et je résume en quelques mots, aujourd'hui, les nageurs et nageuses, plutôt désormais, dans des équipes féminines, et il pulvérise tous les records de natation féminine dans son domaine. Alors, aux États-Unis, tu vois tout de suite les points d'interrogation qui sont suscités par ça. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on veut comprendre dans nos sociétés qu'il est possible de se sentir étranger à son identité sexuelle biologique, qu'on peut changer donc d'identité de genre, on peut s'identifier, donc on est homme et on peut vouloir devenir femme, ou l'inverse, bon. Ça, nos sociétés cherchent à trouver des aménagements pour permettre aux gens qui sont dans cette situation-là d'aller jusqu'au bout de leur démarche. Mais dans quelle mesure, quelles sont les conséquences de ce changement? Est-ce que ça fait en sorte que des gens qui sont nés hommes peuvent désormais compétitionner dans des équipes féminines, avec l'avantage néanmoins biologique, corporel, qui vient du fait que les hommes ont globalement une force physique plus grande que les femmes, et que cette force demeure, même si le taux de testostérone baisse souvent, en dernière instance, la force masculine demeure, même quand il y a un changement d'identité sexuelle ou de genre. Donc là, est-ce que c'est faire injustice aux femmes dans les équipes sportives, dans les compétitions sportives, qui voient une forme de concurrence illégitime apparaître lorsque les nageurs trans se joignent à eux, ou dans d'autres sports aussi? Eh bien, cette question traverse les États-Unis, et quoi qu'on en soit, elle n'est pas anecdotique, parce qu'elle nous montre comment la théorie du genre, qui il y a quelques années encore pouvait apparaître soit pour une spéculation théorique un peu éloignée des considérations du monde ordinaire, ou alors comme une avancée progressiste pour plusieurs qui révolutionnait notre rapport à l'identité. On connaissait les deux visions, mais finalement, cette théorie mord désormais sur la réalité de nos sociétés, et quand on lit ici et là des chroniqueurs, des chroniqueuses qui nous expliquent qu'il est où le problème, quel est, par exemple, quand on dit il faut faire sauter la mention masculin ou féminin sur des permis de conduire, il faut le plus possible dégenrer la représentation de la société, où est le problème? Ben, on pourrait dire, peut-être que là, on a un problème, c'est-à-dire concrètement, on voit que c'est une injustice faite aux femmes au nom du droit des uns des autres à changer d'identité sexuelle, mais c'est une injustice faite aux nageuses ici, qui voient briser les règles qui leur permettaient de faire leur sport, la natation féminine. Donc, est-ce qu'on peut, voyant cela, de dire il y a peut-être un problème qui mérite considération sans se faire accuser de transphobie? Je sais pas. Mais à tout le monde, je trouve qu'il y a 2-3 questions à poser. Ben oui, c'est Isabelle Haché, ça, de la presse, qui a dit, c'est quoi le problème exactement? Si quelqu'un, un homme, se dit femme, où est le problème? Ben jamais je croirais. Voyons donc, elle lit pas les journaux, elle lit pas ce qui se passe à l'étranger. Ça prend 10 minutes de recherche sur Google, puis on tombe sur plein d'histoires d'athlètes masculins qui compétitionnent contre les femmes et qui raflent tous les trophées. Alors, il y a deux manières de lire ça. Dans le cas des chroniqueurs et chroniqueuses auxquels on peut faire référence, il y a évidemment le besoin de se positionner socialement dans le camp des respectables. Faut jamais sous-estimer l'influence de ce désir chez les uns et les autres, c'est-à-dire, en gros, on peut critiquer, par exemple, on critique la cancel culture, on critique la culture de l'annulation, on critique tout ça. Donc, pour montrer qu'on n'est pas complètement conservateur, tendance, je sais pas moi, Bock-Côté, Martineau, Facal et autres individus peu recommandables de notre agréable société, eh bien, on va vous dire, mais là, sur ce coup-là, je suis d'accord avec les progressistes. Et là, ensuite, on peut poser la question, on pourrait demander, par exemple, aux gens qui écrivent de telles chroniques, vous disent que c'est pas grave le masculin ou le féminin. OK, mais est-ce que vous trouvez ça juste pour les nageuses de l'Ohio? Est-ce que vous trouvez ça juste, cette situation-là? Ou quand, par exemple, la question se pose de plus en plus,
des hommes devenus qui ont changé d'identité sexuelle, donc qui sont devenus femmes, mais qui veulent donc être en prison en prison pour femmes et ainsi de suite. Est-ce que c'est respecter les femmes que de leur imposer ça? Donc il y a toute une série d'aspects tout à fait pratiques d'une théorie qui pour certains semblait jusqu'à tout récemment sinon irréel, ou à tout le moins ça semblait périphérique, ça ne semblait pas mordre sur la réalité, ça semblait en dernière instance marginal. Eh bien, on voit que les conséquences pratiques apparaissent devant nous aujourd'hui. Les idées ont des conséquences, comme dirait l'autre, et parmi ces conséquences aujourd'hui, il y a peut-être, pour le dire ainsi, une injustice faite aux femmes. Écoute, moi, c'est toute la théorie là, l'obsession du ressenti, la dictature du ressenti que je remets en question. Regarde, si tu vas au cinéma, en bas de tel âge, ça coûte moins cher. Mettons, je te dis, là, en bas de 14 ans, mettons, ça coûte moins cher. Si j'arrivais au cinéma en disant, ben moi, dans ma tête, je suis un gars de 13 ans. J'ai 13 ans. On me dirait, ben non, t'as pas 13 ans. T'as 60 ans, t'as pas 13 ans. Oui, mais je me sens, j'ai le ressenti. Non. On me dirait, ben non, quand même. Il y a la biologie, ça existe. Tu as l'âge que tu as. Mais pourquoi on fait pas la même chose avec le sexe? Je sais pas. Alors, ce que tu dis là, ça s'est posé aux Pays-Bas. Ne l'oublie pas. Un homme disait, j'ai pas son âge exact en tête, mais pour le jeu, imaginons qu'il en avait 70 puis il se tentait 50. Il voulait être reconnu comme un homme de 50. Ben en fait, c'est un gag aussi. Là. C'est une façon de militer contre ça. Là. C'est un clin d'œil lancé. Mais ce que l'on voit à travers ça, c'est que cette idée-là que l'abolition de la biologie ou non du ressenti, elle est déjà explorée par certains. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? C'est la sacralisation pour reprendre ton mot, du ressenti. C'est-à-dire, tel que je me sens, je serai. Tel que je me vois, je serai. Et c'est à ce moment-là qu'on rappelle que si la culture a gagné beaucoup d'espace sur la nature depuis 50 ans, et globalement, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que si on élargit l'espace, surtout que quelquefois on faisait passer pour de la nature des choses qui étaient culturelles, par exemple des tâches sociales réservées aux femmes, aux hommes et tout ça. Donc là, manifestement, on a complexifié notre représentation du masculin et du féminin. C'est très bien. Mais là, à partir de quel moment on passe d'un élargissement de la culture à une abolition de la nature? Est-ce qu'on est aujourd'hui dans cette abolition de la nature? Et l'abolition de la nature, c'est-à-dire à un moment donné, je donne toujours cet exemple de Lysenko chez les Soviétiques, qui, il fallait adapter la génétique notamment pour la question du blé, à la théorie marxiste-léniniste. Mais la génétique n'était pas d'accord, disons ça comme ça. Il existe des fake news génétiques, il existe des fake news biologiques, et affirmer que le masculin et le féminin ne sont que deux modalités parmi d'autres dans l'infinie possibilité de représentation de l'identité de genre, c'est que c'est juste faux. Ça ne veut pas dire que nos sociétés ne doivent pas dégager un espace de reconnaissance pour des gens qui se sentent étrangers à leur identité sexuelle. Ça veut simplement dire que cette possibilité nouvelle qui est accordée par la société libérale ne saurait devenir la norme. Or, c'est ce qu'on nous fait aujourd'hui, une inversion de la marge et de la norme. Et le point d'aboutissement de ça, c'est que c'est la dissolution du monde dans un fantasme. Si je ne suis que ce que je veux être, indépendamment de ma réalité, finalement, tout est dans mes fantasmes. Puis je vais me rappeler là-dessus cette phrase qu'on prêtait aux parlementaires britanniques auparavant, au Parlement britannique. Le Parlement peut tout faire, sauf changer un homme en femme. Maintenant, il peut. Donc, c'était cette espèce de reconnaissance, de génuflexion traditionnelle devant le fait que le Parlement peut faire beaucoup de choses, mais il y a une part du monde qui échappe à lui. Manifestement non. Nos sociétés vivent intégralement dans des codes, appelons ça de l'artificialisme politique, le constructivisme social le plus complet. À partir de là, certaines réalités qui nous semblaient immémoriales et inscrites dans la nature des choses sont désormais présentées comme des possibilités idéologiques optionnelles. Ne sous-estimons pas l'ampleur de cette révolution qui, de ce point de vue, nous vient cette fois-ci de l'Ohio. Écoute, un des mythes que je préfère, c'est le mythe d'Icare. C'est un mythe, tu sais, l'homme qui voulait être un oiseau, qui voulait voler, et finalement, il s'est approché trop près du soleil, la cire qu'il avait mis sur ses ailes a fondu, puis il est tombé. C'est quelqu'un qui voulait s'extirper des lois de la nature, qui voulait que la loi de la gravité ne me touchera pas, mais c'est ça qu'on veut maintenant, là. La biologie ne sera pas un obstacle à ce qui je veux être. Les lois de la physique ne seront pas un obstacle à qui je veux être. C'est Icare. Mais en fait, tu as tout à fait raison, mais je transposerais ça dans un univers chrétien, mais tu vas voir ce que j'entends par là, c'est la tentation démiurgique, c'est la tentation de l'auto-engendrement, c'est l'homme qui veut se substituer à son créateur. Alors moi,
qu'on soit croyant ou non est une question tout à fait secondaire ici. Que Dieu existe ou non est une question secondaire. La question est que si l'homme se prend pour Dieu, là, on a des problèmes. Et l'homme se prend pour Dieu, c'est l'homme qui croit créer le monde. Or, Chantal Delsol, dans un livre magnifique, Chantal Delsol qui a consacré, soit dit en passant, un livre au mythe d'Icare, Chantal Delsol, dans le livre, je crois que c'est La haine du monde, nous dit finalement, l'homme, il a une liberté immense, c'est la liberté d'aménager le monde, de le transformer, de le réformer, de l'amender, de l'améliorer ou de le saccager, mais il n'a pas la liberté de créer le monde comme s'il pouvait se substituer à la figure du créateur. Disons ça comme ça. Eh bien, c'est l'erreur des temps présents que de croire qu'on peut créer tout simplement. Puis les évolutions technologiques, les évolutions du droit, les évolutions du langage nous laissent croire qu'on peut créer. Mais non, en dernière instance, ne serait-ce que parce qu'on est et parce qu'on meurt. Donc nous sommes condamnés à l'univers fini. Notre passage sur Terre est finalement assez bref et on ne maîtrise ni notre naissance ni notre mort. Tout ça nous rappelle une certaine modestie de la nature humaine. Eh bien, devant cela, on devrait avoir une certaine humilité devant, appelons ça soit la tradition, soit la nature, la culture, et ainsi de suite. Et on devrait éviter de croire qu'on peut se créer soi-même de A à Z. Hein? C'est l'auto-engendrement. Eh ben, mais on n'a pas d'humilité, l'hubris humaine, là, c'est complètement fou. Là, on pense qu'on va vaincre la mort. Il y a actuellement, au moment où on se parle, il y a des chercheurs qui sont financés à coups de milliards de dollars qui travaillent avec l'idée que la mort est une maladie qu'on va pouvoir soigner et guérir. C'est fou, là. Et pour ça, dans les temps présents, on voit la fascination liée à l'univers virtuel, à la virtualisation de l'existence. Pourquoi la virtualisation de l'existence plaît tant aux contemporains? C'est parce que dans le virtuel, on peut se recréer intégralement à travers un avatar. On peut s'imaginer une identité numérique, un double de soi qui n'est pas soi. Et ça, autrement dit, dans ce monde-là, on maîtrise tellement l'image qu'on donne de soi, on peut maîtriser, on se recrée finalement. Donc, alors que la véritable liberté, qu'est-ce que c'est? C'est à partir d'une nature que l'on reconnaît, des prédispositions, on se travaille, ensuite on se sculpte, on s'amende, on se réforme à partir d'une certaine idée. Donc, il y a un espace de liberté immense entre l'idée qu'on se fait soi à la nature qu'on a, mais on peut pas changer de nature. Donc, moi, voudrais-je, par exemple, être le plus grand, patineur artistique sur Terre. La nature ne m'a pas prédisposé à cela. La nature n'a pas voulu que je sois un grand joueur de basketball. Elle n'a pas voulu faire de moi l'homme le plus, tu peux prendre des images, je suis pas non plus un coureur de fond exceptionnel. La nature n'a pas voulu ça ici. Eh bien, on a une nature et ensuite on a un idéal de vie. Et puis, dans cet espace-là, il y a un travail sur soi qui est l'espace de la liberté. Et si on se dit qu'on abolit la nature, puis je serai ce que je veux être absolument, moi je veux être une reine de beauté, ben ça marche pas. Ben c'est ça, toi, c'est que là on veut plus de limites, on veut plus d'obstacles là. C'est tout là. Le monde naturel ne sera pas un obstacle à ce que je veux être. Et c'est ça qui est complètement délirant, là. Ben oui, mais ça, c'est un problème philosophique, c'est presque un problème religieux, en quelque sorte. C'est pour ça que j'ai peut-être plus de tendresse que toi pour les vieilles religions. C'est que les vieilles religions qui étaient certainement excessives, qui étaient trop pesantes, elles nous éduquaient à la limite. Ne serait-ce que parce qu'elles nous rappelaient qu'on est des héritiers et qu'on a une fin. Et qu'il y a des rituels qui structurent notre existence pour nous amener à apprivoiser notre finitude. L'homme s'est révolté depuis, avec la modernité, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Il y a du bon à ça. Mais c'est révolté contre la finitude. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il perd contact avec le réel et ça nous ramène à ce nageur de l'Ohio qui est devenu une nageuse de l'Ohio et qui crée bien de l'injustice pour d'autres nageuses de l'Ohio qui ont l'impression qu'on leur fait une forme de discrimination injuste en sens inverse. Ben oui, comme je le dis tout le temps, là, moi je suis une vieille naine noire. C'est ça que je suis. C'est comme ça que je me sens. Donc, il va falloir que vous m'acceptiez comme ça. C'est du délire, totalement. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée, bye bye.